Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble comment s'orienter dans le volet voirie de la loi 3DS avec 8 thèmes que voici, que nous allons traiter. Mais le plus gros morceau, celui qui fait la moitié au moins de ce qu'on a à voir ensemble, c'est la possibilité de décentraliser de nouvelles routes nationales vers les départements, voire les métropoles ou les régions, dans le cas des régions, à titre expérimental. On parlera aussi de l'intérêt communautaire ou métropolitain qui réapparaît dans les communautés urbaines et les métropoles et des conventions dans ce domaine aussi, les radars automatiques pour les collectivités, des évolutions dans la convention de maîtrise d'ouvrage, le recours au CEREMA, la question de la compétence pour dénommer les voies, les lieux-dits et insérer ceci dans des bases de données, un tout petit volet ZFE et un volet plus conséquent sur les chemins ruraux. Mais tout de suite, les départements, métropoles, voire à titre expérimental, régions qui le souhaitent, pourront se voir transférer certaines routes nationales non concédées qui n'ont pas déjà été décentralisées. On parle d'à peu près 10 300 km transférables. Les départements étaient pour cette réforme, mais ont manifesté vivement par une lettre signée par 32 présidents de département, dont le président de l'association qui les regroupe, pour s'inquiéter des modalités de transfert de charges, mais surtout de la possibilité de régionaliser tout ceci, alors que les voies régionales, ça existe depuis la loi du 13 août 2004, Outre-mer, hein, mais bon, passons, etc. Finalement, ce sont les mêmes départements qui ont râlé lorsqu'il s'est agi peut-être que la loi 3DS n'aboutisse pas. Bon, finalement, la loi 3DS a abouti avec un texte de compromis et les tensions qui ont existé sur ce point semblent aplanies. Et voici la carte en rouge de ce qui pourrait être décentralisable. Alors, vous allez me dire, la carte elle est déjà faite? Ouh là là, non, vous allez voir. Étape par étape, on va regarder ensemble et vous allez voir que tout ceci va prendre quelques phases de procédure avant que nous n'ayons ceci mis en place. Globalement, point d'atterrissage à l'été 2023. Que va-t-il se passer entre maintenant et, en gros, sans doute l'été 2023? D'abord, il y a une phase de concertation qui va se faire avec les collectivités territoriales concernées. Donc évidemment, l'État va mettre en place cette concertation, sinon il risque de vicier procéduralement son futur décret, même si évidemment, il a déjà dégainé en sortant la carte que voici. Ensuite, on aura un décret. Ce décret va fixer non pas ce qui est transféré, mais ce qui est transférable par transfert de propriété dans le cas des départements, voire des métropoles, par mise à disposition dans le cas des régions. Une fois qu'on a ce décret, et la loi n'encadre pas la sortie de ce décret, se met en place un calendrier prévisionnel. Au lendemain de ce décret, les préfets devront apporter sur leur demande au département, à la métropole de Lyon, aux métropoles ou à la région, des informations sur l'état des dites voiries. Je vous conseille à vous, si vous êtes une collectivité, de ne pas hésiter à vous faire accompagner par des bureaux d'études ou autres pour déjà faire des mini-audits de voirie avec l'accord de l'État pour ne pas perdre de temps et y voir plus clair. Au lendemain de ce décret, les départements et métropoles et les régions, mais nous y reviendrons, ont 6 mois pour indiquer par délibération leur souhait, c'est un souhait provisoire, de dire « Ah, je suis intéressé par telle voie ». Ils indiquent les voies qu'ils envisagent de prendre, mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a possibilité de rebrousser chemin. Et c'est finalement le même délai, puisque les délais, selon les différentes versions de la loi, devaient différer. Donc finalement, c'est bien le même délai de 6 mois qui s'applique également aux régions. Et à ce moment-là, se met en place une concertation d'une durée maximum de 2 mois. Donc on a concertation, puis décret, puis 6 mois pour dire « ça m'intéresse », puis 2 mois pour une concertation éventuellement faite par les préfets de région si des portions de voies sont réclamées par plusieurs collectivités. Attention d'ailleurs, nous parlons bien à chaque fois d'étapes là qui sont faites par le préfet de région pour cette concertation comme préalablement pour les réponses aux questions sur l'état des voiries. Et en pratique, il sera utile de bien mettre en copie les préfets de département pour que tout aille bien, ne vexer personne, etc. Sur les informations sur l'état technique, c'est même un tout petit peu plus compliqué que ça. Donc, j'ai un délai de 6 mois pour dire qui est intéressé, puis un délai de 2 mois pendant lesquels les préfets de région vont organiser une concertation entre les différents demandeurs sur si une même portion de voirie est demandée par plusieurs personnes. Et dans ces cas-là,
ce n'est pas à chacun de convaincre l'État de ce qu'il devrait être celui qui emporte le morceau. C'est l'État qui doit faire des scénarios pour regarder ce qui est le plus cohérent, d'accord? Et les collectivités vont réagir sur la base de ces scénarios pour dire, bah oui, sauf que moi j'estime que ça devrait être entré chez moi parce que, je sais pas, c'est cohérent avec ma politique de rocade et je suis une métropole, par exemple. À l'issue de cette éventuelle concertation, 2 mois maximum, chacun va délibérer pour dire finalement ce qu'il veut se voir transférer après cette phase de concertation. 1 mois maximum. Alors vous allez me dire donc 6 mois pour réagir sur le décret, puis 2 mois, puis 1 mois. Oui, mais c'est ce même délai de 3 mois qui échoit au ministre chargé des Transports pour finalement faire la liste de ce qui est transféré, la décision déterminant les autoroutes, routes, portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition des uns et des autres. Ça veut dire que le délai de 2 mois maximum puis 1 mois maximum devront plutôt être raccourcis, notamment le délai de 2 mois qui est entre les mains du préfet de région, pour que le ministre ait ensuite au moins 15 jours pour faire l'arbitrage final. Sinon, ça va gueuler dans les cabinets ministériels. Il y a un cadre donné au ministre pour sa décision finale. Il devra prendre en compte, notamment, c'est une liste non limitative, la cohérence des itinéraires, les moyens d'exploitation et de maintenance, les conditions d'exploitation de ces voies, l'expertise technique des uns et des autres. Évidemment, sur l'expertise technique, les régions sont évidemment un peu en retard par rapport aux départements ou aux métropoles, dans le monde métropolitain en tout cas. Ceci dit, le juge ne fera de ces critères qu'une application probablement limitée à une censure de l'erreur manifeste d'appréciation, bien sûr. Puis après, il y a une 8e étape. C'est que la liste de ce qui est transféré est fixée par le ministre, donc vous vous souvenez, décret, concertation, décision finale, arrêté ministériel, maintenant arrêté préfectoral dans un délai de 4 mois. Ça veut dire que le ministre va fixer les tronçons à la louche, mais que quand on entrera dans le détail, cela échouera au préfet de département cette fois-ci, avec transfert des servitudes, droits, obligations, etc. Si ce transfert est arrêté par le préfet avant ou jusqu'au 31 juillet, sous-entendu a priori 2023, eh bien, ça prendra effet au 1er janvier de l'année suivante. Si c'est après le 31 juillet, on glisse vers le 1er janvier de l'année encore d'après. Si le calendrier est conduit de manière un peu resserrée au lendemain de l'élection présidentielle législative, ça nous conduit donc à des transferts au 1er janvier 2024 ou 2025. Si la concertation du tout début de cette procédure prend beaucoup de temps, on peut prendre 1 an de plus dans la vue. Or, il est important pour les départements et les régions notamment que ceci n'arrive pas en toute fin de mandature, sinon il y aura des difficultés. Les voies transférées ne changent pas de statut, et si on les fait changer de statut, par voie express, etc., on respecte le droit normal du code de la voirie routière. Sauf pour les autoroutes où il y a une procédure spécifique. Il y a un transfert en pleine propriété qui est constaté par le préfet de tous les biens, y compris ceux utilisés pour ces voiries. Mais si un bien peut être utilisé par plusieurs, j'ai une voie qui est pour partie départementalisée, pour partie métropolisée, eh bien, on va faire une convention sous la houlette du préfet pour définir qui récupère quoi, et faute de convention, la propriété est cédée de plein droit à la collectivité qui se voit transférer le plus important nombre de kilomètres, avec constat par arrêté préfectoral. Kilomètres correspondant à l'usage de ce bien ou kilomètres sur l'ensemble du département, on pourrait en discuter. Les autres collectivités donnent lieu, dans ce cas-là, à une indemnisation spécifique. Oui, mais il peut y avoir aussi des transferts de biens entre l'État et les collectivités avec des usages partagés. Nous allons en parler tout à l'heure. Dans ce cadre-là, comme vous le savez, il y a donc départements ou régions, départements transfert en pleine propriété, régions, on va en parler tout à l'heure, c'est la même chose, mais avec un régime expérimental et un régime de mise à disposition. Mais oui, mais pour ceux qui sont les deux, c'est-à-dire la Guyane et la Martinique, eh ben, la loi est muette s'agissant de la Martinique, sans doute parce qu'il n'y a pas de transfert prévu. Dans le cas de la Guyane, on dit bien que la CTG fait office de département, donc on est bien sur un régime de mise à disposition, de transfert de propriété, etc. Je le disais, il y a une possibilité de régionalisation. Ce régime de régionalisation est très proche de ce que je viens de vous décrire pour les départements et les métropoles. Voyons ensemble les quelques différences qui existent. On est sur une mise à disposition et non pas sur un transfert en pleine propriété, avec quelques ajustements du cours rédactionnel. D'accord. Ces conventions de mise à disposition doivent être faites dans un délai de 8 mois à compter de l'étape 8 dans la procédure précédente. Ok.
La procédure au profit des régions, sinon, est la même. Il y a juste quelques phases, notamment d'information sur les demandes régionales données aux départements et aux métropoles, par exemple. Et cette expérimentation, je le disais, est sur 8 ans avec un pilotage de cette expérimentation en particulier. Il y a un transfert au profit du président du conseil régional des mêmes pouvoirs de police que ce qu'on a en département, avec les mêmes pouvoirs de substitution en cas de carence au profit du préfet et les mêmes pouvoirs de passer de 80 à l'heure à 90 à l'heure que ce qui était fait pour les départements, à quelques détails rédactionnels près dans cette loi. Et intéressant, pendant toutes ces 8 ans d'expérimentation, un département peut transférer par convention des portions de ses voies aux régions ou l'inverse, par convention. Voyons ensemble quelques autres modalités. Les terrains qui sont acquis par l'État en vue de l'aménagement des autoroutes, routes, portions, etc. peuvent être cédés à titre gratuit. Tous ces transferts sont à titre gratuit et sans salaire de conservateur d'hypothèque, sans impôt, sans rien. Alors vous pouvez me dire, il y a des frais de notaire parfois. Oui, mais souvent on va le faire par acte dans la forme administrative et puis surtout dans un certain nombre d'arrêtés préfectoraux vaudront transfert de propriété. La cession prend effet à la date de transfert. On peut se retrouver avec un transfert également, du coup, il y a un transfert de pouvoir de police de la circulation, sauf pour les autoroutes. Et si je fais des modifications techniques, moi, département, moi, métropole, mais qui peuvent avoir un impact sur l'autoroute, c'est à l'entrée, c'est un pont en surplomb, etc., alors il y a une consultation de l'État avec des pouvoirs donnés à l'État. Il y a une neutralisation financière qui est assurée, alors vous allez voir les articles 40, 150, etc. de la loi. Il y a une compensation financière qui va se faire à la date du transfert. Et pour la partie investissement, on prend une période d'au moins 5 ans. Alors, à vous de regarder, notamment quand on va discuter avec l'État ce qu'ont été les investissements sur ces dernières années, voir si ces dernières années ça n'a pas baissé juste parce qu'on savait que ça allait être transféré. Et pour le fonctionnement, c'est l'inverse. C'est une période maximale de 3 ans. Un décret, de toute manière, viendra préciser tout ça, avec une compensation qui est versée par des transferts d'impôts en loi de finances, sauf pour les métropoles, où là c'est par la dotation budgétaire. Toutes les opérations contrat de plan État-région continuent, et la loi, voici ici quelques détails, prévoit quelques ajustements sur les financements des programmes déjà partis. Voyons maintenant un deuxième gros volet de cette loi. La voirie peut, dans des conditions assez particulières, devenir d'intérêt communautaire ou métropolitain dans les communautés urbaines ou les métropoles, et il y a des conventions particulières. Alors, dans les communautés urbaines ou les métropoles, toute la voirie a été transférée. Mais on peut utiliser des conventions, 52-15-27 pour la communauté urbaine, 52-16-7 grand 1 pour les métropoles. On peut utiliser des conventions de gestion pour donner la gestion de telle ou telle voirie au quotidien. Beaucoup de communautés urbaines pratiquent ça, même depuis le texte du 31 décembre 1966. Il se trouve que beaucoup de préfectures, ces temps-ci, disent aux communautés urbaines, aux métropoles, mais aussi aux agglos et aux comités de communes, là c'est les articles 52-16-7-1 et 52-14-16-1, ah bah non, mais ce régime c'est provisoire, vous pouvez pas faire ça durablement. En vertu de quoi on peut pas faire ça durablement? Évidemment, si c'est une contournement total de l'intercommunalisation de la compétence, il peut y avoir une fragilité juridique, mais ces conventions existent, elles sont prévues en droit, elles ont donné de jurisprudence, enfin tout va bien. Bon, de toute manière, après un lobbying intense, notamment de France Urbaine, c'est réglé par l'article 18 de la loi 3DS. Que dit cette loi et cet article? Vous, communauté urbaine, vous, métropole, vous avez 1 an. 1 an, pas plus, attention, 1 an à dater de la promulgation de la loi, donc il vous reste quoi, les 11 mois, pour délibérer, pour dire, ah bah non, chez moi, ça sera subordonné à l'intérêt communautaire ou métropolitain. Et si c'est utilisé pour un TCSP, transport en commun site propre, c'est automatiquement d'intérêt communautaire. Voilà, ou métropolitain. Autre élément, la communauté urbaine, ou la métropole, peut déléguer à ses communes membres, non pas la gestion, la compétence, qu'on évoquait tout à l'heure, mais le transfert par convention de la compétence. On ne gère pas des biens et services, mais le transfert de la compétence. Exactement comme ça a été fait, par exemple pour les communautés d'agglomération, pour l'eau et l'assainissement. Avec un petit problème, c'est est-ce que ces conventions qui permettent de dire, bah finalement, moi je garde la compétence, moi, communauté urbaine ou métropole, mais je vais le donner par convention à gérer pendant quelques années à la commune. Dans ce cas-là, au lieu d'être un transfert de gestion de l'équipement, on a un vrai transfert de la compétence, sous-entendu, y compris les recettes sur les palissades de chantier sans doute, y compris les pouvoirs de coordination des travaux sous Vière sans doute, etc. Problème, est-ce que l'existence de ce régime spécifique entraîne l'interdiction d'utiliser l'ancien régime qu'on utilisait, c'est-à-dire les conventions de gestion? Ce point est débattu maintenant en voirie pour les communautés urbaines et les métropoles, comme il l'était hier pour les communautés d'agglomération en matière d'eau ou d'assainissement d'ailleurs, ou comité de communes pour l'assainissement en vertu du nouveau régime, mais ça, voir nos vidéos là-dessus. Et l'article 19 transpose ceci fidèlement aux métropoles.
Troisième grand sujet, les collectivités pourront aussi installer des radars automatiques sur leur domaine routier. Il y a des régimes, y compris de police municipale, garde champêtre, pouvant utiliser des radars. Mais là, on parle de radars automatiques, fixes, sur le domaine public routier. Ça sera possible avec l'avis favorable du préfet et une procédure particulière. Il y a beaucoup de questions financières, personnelles, transfert des radars qui sont sur des voies aujourd'hui nationales qui deviennent territoriales, etc., qui sont posées par ce régime et tout n'est pas clair là-dessus. Attention. 4. Il y a aussi des évolutions en matière de maîtrise d'ouvrage. Alors, vous savez qu'en matière de maîtrise d'ouvrage, je peux faire une maîtrise d'ouvrage déléguée. Je peux faire aussi une maîtrise d'ouvrage désignée, ce qui est le terme juridique depuis 2004 de la comaîtrise d'ouvrage. Mais par exemple, si j'ai un échangeur ou un demi-échangeur de l'État et que l'État veut le donner aujourd'hui à la collectivité du coin, on est obligé de faire un programme de travaux qui inclut une partie des voiries de la collectivité concernée pour qu'on puisse utiliser ce régime-là. Et ce régime-là connaît quelques limites. On a un régime plus simple et plus large dans ce nouveau texte qui permet de donner, l'État peut confier à un département, région, métropole, communauté urbaine, la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie si elle est prioritaire et sans avoir même à faire semblant de faire une maîtrise d'ouvrage désignée avec une partie de la voie de la collectivité. Il y a aussi un autre régime qui permet l'exercice, en accord avec l'État, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédée, pas celle qui ont été transférées selon le régime qu'on a vu tout à l'heure, celle de l'État, voyez, si ça constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le SRADET. Attention, oui, mais si moi je suis en Île-de-France ou en Corse ou Outre-mer et que j'ai pas de SRADET, mais que j'ai respectivement un SDRIF, un SAR ou un PADUC, et je fais quoi? Il y a quelques débats juridiques là-dessus. Autre élément, entre collectivités, on peut se confier également la maîtrise d'ouvrage de certains éléments de voirie, voire donc les articles L115.2 et suivants nouveaux du Code de la voie routière que voici à l'écran. Le recours grand 5 au CEREMA se retrouve facilité. Ce bureau d'études techniques qui dépend de l'État est assujetti aux règles de concurrence comme tout prestataire normal. Oui, mais la nouvelle loi permet que les collectivités pour une durée déterminée en soient en quelque sorte membres, ce qui sous certaines conditions permet ensuite de leur donner en in-house, prestation de services intégrés sans mise en concurrence, un certain nombre de prestations. Bon, évidemment, les autres bureaux d'études vont trouver ça déloyal, vaste débat. 6. La dénomination des voies et les bases de données. L'article 169 de la loi confirme que c'est bien le conseil municipal qui procède à la dénomination des voies, lieux-dits, y compris voies privées ouvertes à la circulation. S'agissant des dénominations des voies et des lieux-dits, c'est pas nouveau, voire déjà le théâtre de Rennes 27 septembre 2021 pour citer une jurisprudence récente. Mais que ça soit clairement établi, y compris pour les voies privées ouvertes à la circulation, est nouveau et est plutôt rassurant. Derrière ceci, il y a aussi un régime de transfert d'informations. Aujourd'hui, vous avez déjà, collectivité, l'obligation de transférer un certain nombre d'informations sur les dénominations de ces voies, les sens interdits, etc., etc. C'est la base dite Fantoire. En lien sans doute avec Fantoire, je suppose. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Fantoire, c'est très très bien et vous pouvez télécharger sous format Excel toutes ces données-là, ce qui peut être intéressant pour vos propres cartographies. Mais là, on va mettre en place aussi une information sur tout ceci avec la base d'adresse nationale BAN depuis les bases d'adresse locales BAL, y compris donc les numérotations des maisons, etc. Toujours pas d'obligation d'ailleurs de numéroter les voies, ça reste libre pour les collectivités en fonction des circonstances de fait territoire par territoire. Alors, il y a aussi un petit volet ZFE. Mais d'abord, ce volet ZFE, zone à faible émission, ne concerne que les pouvoirs de police. Les grandes réformes là-dessus sont venues notamment avec la loi climat résilience. Mais surtout, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, regardez donc ma vidéo sur les ZFE. Dernier volet important de cette loi pour la partie voirie, c'est les chemins ruraux. Le conseil municipal, alors là aussi j'ai fait une grosse vidéo de 41 minutes sur les chemins ruraux et comme j'ai fait cette vidéo alors que la loi 3DS en était à la fin de son parcours, elle est à jour de la loi 3DS. Bon, mais évoquons maintenant juste ces nouveautés. Première nouveauté, le conseil municipal peut décider de faire un recensement de ces chemins ruraux parce que souvent on ne sait pas bien ce que l'on a, est-ce que c'est des voies communales, est-ce que c'est des chemins ruraux, des chemins privés. Et le temps que je fasse, sur une durée de maximum de 2 ans, ce recensement, eh bien, ça interrompt la prescription proposée à vous. Je sais pas, moi, c'est l'exploitant agricole ou voisin du chemin qui petit à petit grignote et à la fin, il n'y a plus de chemin. Bon, si on fait ça sur une voie communale, ça marche pas parce que c'est domaine public. Si on fait ça sur un chemin rural, si la prescription, sauf à prouver la mauvaise foi, peut être acquise au profit du riverain qui petit à petit a grignoté votre chemin. Bon.
Eh bien, le temps de faire ce recensement, pas de prescription trentenaire, pas d'usucapion, on a un transfert de propriété au titre de la prescription trentenaire qui est suspendu pendant cette étude, ce qui permet d'y voir plus clair. Durée maximum de 2 ans. Autre modification, comme vous le savez, un chemin rural, je peux le déclasser et le vendre s'il est désaffecté, s'il ne sert plus. Mais je ne peux pas faire d'échange de parcelles, ou je ne pouvais pas avant cette loi faire d'échange de parcelles, sauf dans des conditions très compliquées que j'avais exposées dans ma vidéo précédente. Bon, maintenant je peux le faire avec un régime spécifique. Attention néanmoins, il faut quand même que je justifie des conditions de cet échange. Et puis j'ai quelques modifications sur le financement des chemins ruraux et le transfert à des associations syndicales, mais là on est sur des régimes qui pour partie existaient déjà en réalité. Voilà. Merci pour votre écoute de cette vidéo. C'est une vidéo un peu longue, moins scénarisée que d'habitude, parce qu'on est sur un sujet très technique que j'ai voulu dérouler avec vous, point par point, d'un point de vue technique, comme le méritait ce sujet. À bientôt pour d'autres vidéos, plus ordinaires donc, de notre cabinet. Merci, pensez vous abonner. Au revoir.